Cependant, Théclis lui-même se mit à désespérer de l'avenir. Malekith avait été trop longtemps un tyran et, dans la même période, Ultuan n'en avait connu aucun. Voilà pourquoi il y avait peu d'espoir pour que ces deux-là s'accordent. Pourtant, Lilith avait affirmé à Théclis qu'un lien pouvait être noué, et c'était la seule chose qui entretenait encore la détermination du maître du savoir à tout faire pour que cela fonctionne. Il n'en demeurait pas moins qu'après juste une semaine passée à Lotern, Malekith s'était aliéné une grande part de ses nouveaux alliés supposés. Certains des seigneurs et princes qui s'étaient joints à Imric suite à l'attaque de Tyrion avaient décidé de rompre cette alliance, et beaucoup d'autres étaient tentés de le faire. Même si les elfes noirs campaient à plusieurs lieues de Lotern, les forces alliées trouvèrent le moyen de déclencher des escarmouches. Chaque goutte de sang versée élargissait le fossé entre Malekith et ceux qu'il cherchait à gouverner. Les choses se précipitèrent un mois plus tard, quand l'avant-poste d'Alardin fut mis à sac par les corsaires de la Vague d'Ombre. Drain Blackblood, la capitaine de l'Arche Noire qui avait prouvé sa loyauté à de nombreuses reprises, plaida l'ignorance, mais cela n'empêcha pas Malekith de la condamner à mort, ainsi que 3 échelons complets d'officiers de la Vague d'Ombre, en plus de ceux qui avaient mené l'assaut sur Alardin. Malekith espérait que ce jugement calmerait les esprits échauffés par ce raid, mais ce fut tout le contraire. Les princes d'Ultuan, qui auraient volontiers tué Blackblood de leurs propres mains un mois plus tôt, virent la sévérité de Malekith comme la preuve qu'il ne méritait pas le trône. La première tentative d'assassinat ne tarda pas à venir. Le prince Thor Aeron réunit les lions blancs de Finubar présents à Lotern et attaqua le palais de Saphir où Malekith tenait sa cour. Ce projet était voué à l'échec, car Adrian était désormais le capitaine de la garde personnelle du roi Phénix et Malekith était toujours escorté par plus de 200 soldats choisis dans les rangs de la garde Phénix et de la garde noire. Thor Aeron trouva la mort sous la lame de Caradrian, et peu des conspirateurs s'enfuirent du palais de Saphir, mais les dégâts étaient faits. Malekith bouillait de rage et lâcha ses propres espions et assassins sur Eithel, avec pour ordre de ramener à Lotern tous les parents et relations des conspirateurs pour y recevoir leur châtiment. Si le roi Phénix était prêt à mettre à mort son plus fidèle amiral, c'était avec plaisir qu'il remplirait les canaux de Lotern de sang azur. Cet épisode conduisit enfin Imric à défier l'autorité de Malekith. Des mots durs furent échangés devant le trône du roi Phénix, des mots qui faillirent se transformer en coups. Imric finit par capituler, marchant d'un pas vif hors de la salle, avec un masque de colère noire comme un ciel d'orage, et sous les menaces de Malekith. Le fait que ces menaces ne furent jamais mises à exécution était entièrement à mettre au crédit des mots soigneusement choisis de Théclis. Mais cette fois, le mage n'essaya pas d'apaiser Malekith. Il lui rappela sans ménagement à quel point il était redevable envers Imric et quelques autres. Comprenant peut-être qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre l'appui de Théclis et d'Imric, le roi Phénix finit par céder et annula ses ordres concernant les familles des conspirateurs. Cette modération forcée arriva trop tard pour l'amiral Bragblood, dont le corps décapité avait été jeté aux hydres quelques jours auparavant. Toutefois, Imric et beaucoup de princes avec lui
fut suffisamment rassénéré par le geste de Malekith pour qu'une entente fragile règne à nouveau sur l'Auterne et que la guerre contre Tyrion, puisse être traitée sérieusement. Ailleurs, au nord, Coril et Adrana arrivèrent à Duskwide, en bordure d'Avelorn. Le royaume était très différent de ce qu'ils s'en souvenaient. Les vieux arbres s'étaient gauchis et les routes qui menaient au cœur de la province avaient disparu sous la végétation. Tyrion et Morathi étaient déjà là, escortés par un host de lanciers de Kotyk bien plus vaste que la force de Coril. Protégé par l'enchantement d'Adrana, Coril vit enfin Tyrion tel qu'il était devenu. Le prince et ses guerriers qui l'accompagnaient étaient étrangement plus émaciés, et la pupille de ses yeux rougeoyait. Alarmé, Coril observa son propre reflet dans le fer de Chaïal et y trouva un visage plus hâve qu'à l'accoutumée. Coril fut surpris de constater que Tyrion ne semblait pas remarquer le malaise de son capitaine. En outre, il ne fit aucune récrimination à propos de la bataille désastreuse de l'Auterne et refusa de discuter des implications du retour de Malekith. Tyrion n'en avait que pour Alarielle. Pensant qu'elle était retournée dans les tréfonds d'Avelorn et souhaitant la rejoindre. Coril était très confus. Il percevait l'excitation malsaine qui transpirait des mots du prince, mais se demandait pourquoi tant de lances étaient nécessaires pour des retrouvailles et pourquoi Morathi, qui affichait son petit sourire habituel, ne prenait pas ombrage du désir si flagrant de Tyrion. Ce soir-là, Tyrion fit donner un luxueux banquet dans le plus grand manoir de Duskwide. Coril trouva la chose déplacée en cette période troublée, et nota la crainte avec laquelle le propriétaire des lieux se pliait aux exigences de Tyrion. Mais le capitaine n'en dit rien, ne sachant pas quoi en dire. Il vit Adrana jouer le rôle de la créature lascive et cruelle façonnée par Morathi, et remarqua que ses frères, Dalroth et Danor, étaient aux petits soins de Tyrion, lui racontant des histoires d'une indécence calculée. Le lendemain matin, l'armée, car c'était bel et bien une armée malgré les dires de Tyrion, entra en Avelorn et se dirigea vers Witherlan, où Alarielle avait établi sa cour. Les soldats voyagèrent pendant des jours dans la pénombre des frondaisons. Ce n'était pas l'Avelorn dont Coril se souvenait. L'impression lui rappelait des forêts lointaines d'Athel-Lorraine, où il s'était rendu à la requête de Finubar. Coril ne vit pas âme qui vive, mais des ombres projetées par la lune qui se mouvaient comme de leur propre chef, et il se sentait toujours épié. Il semblait que le capitaine ne fût pas le seul à nourrir des soupçons. Tyrion ordonna plusieurs fois de faire halte et cria au perfide guetteur présumé de se montrer. Mais aucune réponse ne vint jamais. L'host de Tyrion atteignit enfin Witherlan. La forêt y était bien éclairée. Les tentes de soie de la cour de la Reine éternelle miroitaient à la lueur des lanternes et d'étincelles de magie emprisonnée. Alarielle, dont la lumière brillait plus que tout autre, attendait au milieu de la clairière, et elle n'était pas seule. La garde d'Alarielle, les sœurs d'Avelorn, étaient alignées dans la trouée, arc en main. D'autres elfes attendaient également, des archers vêtus de vert vif et des chasseurs aux casques ornés de bois juché sur des cerfs racés. Leur chef, Araloth de Talsin, se tenait aux côtés d'Alarielle. L'imposante silhouette d'Orion se dressait un pas derrière elle, la lance rivée au sol. Le dieu de la forêt tremblait d'une colère à peine contenue, et les chiens à ses pieds grognèrent quand Tyrion fit avancer Malandir vers Alarielle.
et le sourire de Moraty ne s'effaçait toujours pas. « Je suis venu vous chercher, ma reine, car tel est mon droit et mon destin. » Coril se dit que le ton de Tyrion ne souffrait aucun débat, mais à l'évidence, les mots du prince ne trouvèrent aucun écho favorable. Le Tyrion que je connaissais ne me demanderait jamais une telle chose, et l'exigerait encore moins en faisant prévaloir son droit, répondit froidement Alarielle. Autrefois, je me serais offerte à vous par amour, mais je ne me laisserai certainement pas traiter comme un vulgaire trophée. « Je suis le roi Phénix !» coupa Tyrion. « Me reniez-vous votre peuple ?» L'expression d'Alarielle s'adoucit, se muant en tristesse. Cain s'est engouffré dans le vide de votre âme. Vous n'êtes digne ni du trône, ni de moi, je suis navré. « Ultuan est en guerre !» cria le prince en refermant les doigts de sa main tendue pour former un poing. « Le roi sorcier corrompt notre peuple, notre seul espoir réside dans l'unité. Vous serez ma reine !» Tyrion éperonna Balandir. Un léger bruissement se propagea dans la clairière comme les sœurs encochaient leurs flèches. Orion grogna, mais se calma quand Alarielle leva la main. Le geste ne lui était pas destiné en propre... L'éclat de la reine éternelle devint encore plus brillant. Des racines jaillirent du sol et s'enroulèrent autour de Tyrion et Malandir pour les enserrer. Le prince renifla de mépris et fit mine de dégainer la faiseuse de veuve, mais il ne parvint pas à libérer son bras. Tyrion n'était pas le seul à subir ce sort. Coril fut également attaché par des racines, et il entendit l'agitation des autres elfes qui se faisaient piéger de la sorte. En un clin d'œil, l'ost de Tyrion fut entièrement paralysé. Ici, en Avellorn, vous ne prendrez rien sans que je ne vous l'autorise, dit Alarielle d'une voix dure qui coupa le vacarme ambiant sans effort. Ce fut alors que Moraty se décida à parler. « En êtes-vous si sûr ?» demanda la sorcière matriarche, avant d'éclater de rire.